bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le 58e épisode du podcast Ohana. Nous sommes mardi et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode. À mes côtés, comme d'habitude, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque. Salut Olivier. Salut Hermano. Et pour commencer la série hebdomadaire sur la préparation mentale, nous avons un invité de marque, à savoir Jean Collinet. Salut Jean. Bonjour. Alors Jean, juste avant de commencer cet épisode, je te propose de te donner la parole pour te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Peut-être pour commencer, tu peux aussi nous dire quel athlète tu as déjà encadré. Alors je suis Jean déjà, je suis père de 3 enfants. Ça c'est la plus grosse partie de ma vie, heureusement. Mais donc j'ai commencé par étudier l'éducation physique et puis la psycho, donc j'ai passé 9 ans à l'UNIF. J'ai toujours fait les deux, c'est-à-dire que j'ai fait toute une carrière dans le sport, la préparation physique, le coaching, donc sur le terrain des sportifs. Et puis parallèlement, j'ai développé mon activité de psy. Puis progressivement, je me suis occupé de l'aspect psychologique du sport. Et donc j'ai toujours pratiqué les deux. Et alors par rapport à ta question des athlètes, j'ai la chance de travailler avec des athlètes de plein de sports différents. Beaucoup de sportifs individuels en athlétisme, en judo, dans tout plein de sports. Mon premier sportif, c'est un triathlète, c'est Christophe De Keyser, avec qui j'ai travaillé quand il avait 14 ans. On a commencé à travailler ensemble, donc ça doit faire une quinzaine d'années plus ou moins. Et les 6 dernières années, j'ai eu l'occasion de travailler avec Claire Michel. Et donc, c'est tout naturellement que, en grand spécialiste et expérimenté, nous ayons fait appel à toi pour ce podcast, mais aussi pour le e-book. Je sais pas si je suis expérimenté, mais en tout cas, j'ai roulé ma bosse dans ces milieux-là, et j'ai pu voir l'évolution. D'ailleurs, c'est très intéressant de participer à la rédaction de l'e-book et de voir comment tous ces spécialistes se complètent et s'enrichissent les uns les autres. Merci pour ces précisions. Alors, pour commencer la semaine justement sur la préparation mentale de manière assez générale, est-ce que l'on pourrait commencer par traiter du sujet du stress? Peux-tu déjà, en quelques mots, nous présenter ce qu'est le stress et peut-être nous donner une définition ou des exemples? Bien sûr. Alors on va pas rentrer dans des considérations trop scientifiques, mais je dirais que le stress, c'est avant tout une énergie supplémentaire. Quand on vit un moment de stress, en fait, on a une énergie qui est disponible, une énergie qui va nous aider à faire 3 choses fondamentalement: soit nous enfuir, soit nous battre, soit on va pas pouvoir gérer ce moment, et donc cette énergie, c'est comme si elle restait en nous et comme si elle allait nous bloquer, nous empêcher de réagir. Nous figer en quelque sorte. Oui, nous figer, on peut dire ça, mais surtout c'est à ce moment-là qu'on va parler de stress négatif. On a tendance à mélanger le stress et notre capacité à gérer le stress. Et on se rend compte que une même personne va gérer différents événements complètement différemment les uns des autres. Peut-être que une chose, toi, Hermano, va te stresser très fort, et une autre, et la même chose pour toi, Olivier, elle va être beaucoup plus facile à gérer. Donc c'est vraiment la manière dont on va gérer l'agent stressant qui va être beaucoup plus déterminant que l'agent stressant en lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très important, parce que ça donne un levier à toute personne, quoi. Donc on va plus travailler sur comment je fais face plutôt que comment j'évite les agents stressants. Alors peut-être que tu peux encore rentrer plus dans le détail justement sur le stress. Pour moi, c'est quand même un réflexe qui date de la nuit des temps. Alors, à l'origine du monde, certainement. Donc on a remarqué que chez tous les animaux étaient sujets au stress, et notamment les études fondamentales sur le stress datent de 1936. Ce qu'ils ont remarqué à ce moment-là, c'est un certain Célie qui a fait des premières expériences, et il a fait des expériences sur des souris. Et en fait, il a fait 3 expériences principales. Dans ces 3 expériences, l'idée, c'était de voir, est-ce que la souris est stressée? Donc, est-ce qu'elle va avoir des symptômes du stress dans cette expérience? Alors, c'est quoi les symptômes du stress? C'est présence d'ulcères,
principalement. Est-ce qu'on va avoir des ulcères au niveau des organes? Est-ce qu'il va y avoir des maladies de la peau? Est-ce que le rythme cardiaque va s'emballer, etc. Et donc, dans la première expérience, ils ont mis une seule souris dans une boîte avec un petit courant électrique qui va arriver à un certain moment. Et dans cette première expérience, la souris a la possibilité de partir. Donc, il y a une porte qui s'ouvre et la souris peut s'enfuir. La souris, qu'est-ce qu'elle fait? Quand le courant électrique arrive, eh bien, elle s'enfuit. Et ils ont répété ça 10 fois, 100 fois, 1000 fois avec plein de souris. Et ils ont remarqué quoi? Que la souris n'est pas stressée. Donc, il n'y a pas d'ulcère, il n'y a pas de maladie de la peau, tout va bien. Okay? Donc, l'agent stressant, courant électrique, la possibilité de m'enfuir, je m'enfuis, pas de problème. Dans une deuxième expérience, ils ont mis 2 souris, pas de porte, un courant électrique, et ils ont remarqué quoi? Que quand le courant électrique est enclenché, eh bien, les 2 souris vont s'attaquer. Elles se battent le temps que le courant électrique est là. Au moment où le courant électrique disparaît, elles arrêtent de s'attaquer. Elles reprennent, on va dire, leur vie normale, jusqu'au courant électrique suivant. Okay? Donc ici, agent stressant, pas la possibilité de s'enfuir, mais par contre, une énergie supplémentaire du stress, je l'utilise en attaquant l'autre. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte que les souris ont besoin de se défouler. C'est-à-dire que on a besoin d'utiliser l'énergie du stress, si vous voulez. Donc, le fait d'avoir cette énergie supplémentaire m'invite à l'action. Et là, l'action possible, c'est me battre. Et donc, si on fait le parallèle avec quelqu'un qui est peut-être un petit peu stressé pour X ou Y raison et qui pourrait avoir tendance à comme on dit péter un câble et s'énerver, c'est un petit peu la même réaction finalement. On peut faire un parallélisme, par exemple dans le monde du travail. On a des managers agressifs, hein, on peut avoir des collègues agressifs, on peut avoir un parent agressif, évidemment on le souhaite pas, c'est encore moins que le reste, mais parfois l'agressivité de quelqu'un est plus le signe du stress de la personne que nécessairement un trait de personnalité. Okay, donc c'est une manière de gérer son stress. Okay, mais en quoi c'est important? Et c'est ça qu'ils ont mis en évidence dans cette expérience. Ils ont mis en évidence l'importance de l'action, le fait d'avoir une action à faire. Okay? Parce qu'on passe à la troisième expérience où là, on a une seule souris, pas de porte, et la souris, au moment où le courant électrique arrive, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre en boule, elle va se recroqueviller sur elle-même, et elle va attendre. Et elle va répéter ça 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et c'est la seule souris, enfin toutes celles qui ont été mises à cette troisième expérience, ce sont les seules souris qui vont développer des symptômes de stress chronique, qui vont développer des maladies de la peau, qui vont développer des ulcères à l'estomac, etc. Et donc ça montre bien une chose, ça montre bien que quand je n'ai pas de possibilité d'agir, le stress est là. C'est la fameuse histoire du lapin qui se fige quand il voit les phares d'une voiture en pleine nuit et en général, ça finit mal pour lui. Exactement. Donc, au-delà de l'intensité du stress lui-même, c'est la capacité que j'ai ou non d'agir qui va être déterminante. D'accord? Donc, on peut imaginer, je sais pas moi, un sportif qui est très anxieux avant sa compétition, eh bien, on va mettre en place toute une série d'actions, et ce mot action est évidemment important, toute une série d'actions qu'il peut avoir à faire et qui vont l'aider à gérer ce niveau d'anxiété. D'accord? Alors ces actions sont les fameuses routines, les fameux rituels, la manière dont je vais faire mon sac, la manière dont je vais préparer ma trifonction, la manière dont je vais préparer mon vélo, tel repas avant la compétition, et toutes ces actions qui me permettent de ce que j'appelle développer une forme d'illusion de contrôle. Okay? J'ai l'illusion de contrôler mon stress, même si au bout du compte, on contrôle jamais tout à fait. Mais par contre, par toutes ces actions, je crée une forme de contrôle qui va permettre à ce que le niveau d'anxiété ne soit pas trop haut et que l'action principale qui va être le coup de feu de départ
puisse être libératrice et qui puisse à ce moment-là, que je puisse à ce moment-là vraiment donner pleinement mesure à mon potentiel, évidemment. Je me demande pour les athlètes, par exemple, qui s'engageraient dans un objectif un peu ambitieux, dans le triathlon ou même dans un autre sport, comment faire pour justement mieux appréhender l'objectif en tant que tel, donc le défi, et ne pas stresser dans alors bien sûr dans les jours avant, mais même quelques mois plus tôt. Enfin, typiquement, je sais que moi, en ce qui me concerne, j'ai un objectif un peu ambitieux au mois de mai, qui est une course d'ultracyclisme. Je dois dire, j'ai jamais fait de distance comme ça. Et c'est vrai que je me pose quand même un petit peu des questions sur est-ce que j'en serai capable finalement, est-ce que je vais y arriver, et donc voilà, donc il y a un petit peu de stress. Qu'est-ce que je peux faire pour justement mitiger ou en tout cas mieux gérer ce stress-là? Il y a évidemment plusieurs manières d'aborder cette question. Moi, je pense que un élément, c'est on a souvent tendance dans le sport à à se préserver dans les phases d'entraînement. Hein. Alors c'est encore un petit peu différent, je pense, dans un sport comme le triathlon où il y a quand même un volume d'entraînement qui est nécessaire, mais beaucoup de sportifs ont tendance à se préserver et entre guillemets à être beaucoup dans la prévention dans l'entraînement, entre guillemets en se disant je lâcherai tout à la compétition, quoi. Et moi j'ai tendance à dire non, il faut anticiper, et si c'est combien de kilomètres ta course que tu vas faire? 1050. 1050, d'accord. Donc si j'ai 1050 kilomètres à faire, voilà, quel est un chiffre raisonnable que je dois avoir fait avant d'être capable de faire 1050, et que ce chiffre raisonnable soit quelque chose qui te semble correct, quoi. Hein, c'est comme si j'ai un speech à donner devant 200 personnes et j'ai du mal à faire mon texte devant ma famille. Ben oui, il y a beaucoup de chances que ce speech se passe mal. C'est une évidence. Donc il y a une forme d'anticipation à avoir, et maintenant elle peut prendre différentes formes, parce que c'est clair que tu vas pas pouvoir faire 500 kilomètres dans ton entraînement, ça va pas aller, quoi. Donc il faut essayer de trouver d'abord qu'est-ce qui est raisonnable comme entraînement. Ça peut être par exemple se dire je vais faire au lieu de le faire en une fois, je vais faire 3 jours consécutifs avec un volume important, et déjà le fait de le faire 3 jours consécutifs, ça va me donner une forme de réassurance sur mes capacités à aller plus loin que ce que j'ai déjà fait dans le passé. Ça me paraît déjà une piste. Et puis on peut utiliser des outils plus de type visualisation, où tu vas pouvoir, déjà te projeter dans les difficultés que tu pourrais avoir. Tu pourrais lister ces difficultés. Et déjà anticiper des solutions. Donc il y a plusieurs manières d'aborder ces choses-là, mais en tout cas moi le truc le plus important, je pense, c'est surtout de ne pas attendre 2 semaines avant, quoi. Hein, c'est d'y penser bien avant, parce que en effet c'est un gros challenge, quoi. Et donc pour quelqu'un qui souhaiterait faire son premier triathlon par exemple, ça pourrait consister à tout simplement enchaîner les 3 disciplines, même si c'est sur des distances un peu plus courtes, mais ça permettrait en tout cas de préparer peut-être davantage mentalement au jour J. Oui, bien sûr. Moi je pense qu'on a ce qu'on retrouve beaucoup chez les sportifs, c'est qu'on sous-estime la difficulté généralement, et on a tendance à surestimer ses capacités. On remarque ça beaucoup par exemple chez les athlètes blessés, hein, où on a le grand paradoxe qui est on doit s'entraîner tous les jours, on doit faire des bonnes séances, on doit suivre une bonne planification, et tout ça doit être tip top. Et puis dès que l'athlète est blessé, on dit quoi? Ouh là là, surtout on va se reposer maintenant. L'athlète revient. Imaginons il est out pendant 1 mois. L'athlète revient et dans sa tête il est déjà en compétition, quoi. Il dit déjà dans 2 semaines je vais faire une compétition, ou bien etc. Et moi ça c'est des choses que je rencontre régulièrement. Et généralement les athlètes n'ont aucune idée, ils ont en tout cas pas la perception que oui, je me suis arrêté pendant 1 mois, et donc peut-être que mon niveau n'est pas le même que si j'avais fait 1 mois d'entraînement, et donc c'est
parce que je l'ai déjà fait, je peux le refaire, quoi. Donc il y a vraiment cette idée pour moi de sous-estimation de la difficulté, et on a tendance à toujours surestimer ses capacités à faire face. Et donc je pense que c'est important de faire une expérience de réalité. Et l'expérience de la réalité, ça peut être, en effet, par exemple, faire les 3 disciplines, mais avec un break entre, ou ça me paraît bien, ouais. Bon, en ce qui me concerne, j'espère ne pas m'avoir surestimé ou ne pas avoir sous-estimé la distance. On verra bien. On confirmera ça au mois de mai. Bonne chance. Ok, merci Jean. Donc du coup, plein d'informations très pratiques, tout en étant un peu théoriques, qui vont certainement permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de comprendre mieux le stress et l'impact du stress sur leur entraînement. En tout cas, ce que je vous propose, c'est d'en rester là pour l'épisode d'aujourd'hui et demain d'aborder le sujet du flow. J'ai hâte de savoir de quoi on parle et puis surtout à quoi ça peut servir, comment est-ce qu'on peut s'en servir à bon escient dans notre préparation et le jour des compétitions. Messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Merci. À demain. À demain, salut. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.